Et mon invité de ce soir s'appelle Kahina Hadjara, une habituée de mes émissions, mais c'est tout à fait normal vu que c'est une boulimique de travail. Bonsoir. Bonsoir, Sahaf Torkom. Wantiazada, ça va? Tranquille. C'est extraordinaire. Chaque année, tu reviens avec un nouveau projet, tu nous reviens avec un nouvel engagement. Je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus louable et formidable. Merci. Alors, on va décortiquer évidemment les différents aspects de ta personnalité, de ton engagement. On va commencer par une nouveauté, la fondation Dynamix Green, qui s'intéresse entre autres choses aux enfants de la Lune, mais pas que. C'est quoi ce projet, Karine? Alors, le projet de la Fondation Dynamix Green est né par la volonté de plusieurs bénévoles et surtout de moi-même. Après plusieurs collaborations avec plusieurs associations, on s'est retrouvé que nous avons notre propre dynamique, nous avons nos objectifs, nous avons plein de projets en tête qu'on aimerait concrétiser par nous-mêmes. Tu t'étais retrouvé à l'étroit dans tes précédentes structures ou... Effectivement, en fait, quand tu es leader en toi-même mais que tu passes par d'autres leaders et que des fois ça ne matche pas, il faut... Donc, on s'est dit, nous avons assez d'expérience, nous avons assez de volonté, nous avons un collectif de bénévoles et de membres de la fondation qui sont vraiment très... Et on peut voler de ses propres ailes. Exactement, et nous avons dit, c'est le moment, nous avons d'ailleurs tardé à le faire. Donc, on tarde jamais, c'est de l'expérience accumulée. Exactement. Il n'y a pas mieux que l'expérience dans ce domaine-là. Donc, la Fondation Dynamix Green a été créée dans ce but-là et nous touchons en fait à tout ce qui est aide humanitaire de manière générale, mais aussi le côté environnemental. Nous allons démarrer, Inch'Allah, plein de projets, mais le nerf de la guerre nous manque. Évidemment, évidemment. À qui le dis-tu? C'est normal surtout que le Covid nous a beaucoup retardé, donc nous commençons à y aller doucement. De toute façon, nous avons reçu la semaine dernière un militant que tu connais, qui s'appelle Kader Afar, qui travaille pour son association qui s'appelle Le Cœur sur la Main. Exactement. Et effectivement, il a confié à mon micro que les gens donnaient moins, parce que la crise en fait touche tout le monde. Donc ce qu'on pouvait faire avec le même nombre de donations il y a quelques années à peine est actuellement presque insuffisant pour atteindre la moitié des objectifs. Exactement. D'ailleurs, c'est depuis 2015, c'est la seule année où j'ai pas fait les koufans de Ramadan. Pour vous dire à quel point ce n'était pas possible de le faire, tout simplement parce que les gens effectivement donnent moins, mais on a d'autres qui donnaient peu, ne donnent plus. Et avec tout ce qui est cher maintenant, c'est très D'ailleurs, difficile. il m'a raconté une anecdote qui est terrifiante. Il me disait que un des donateurs traditionnels de son association, qui avait l'habitude chaque année de donner, etc. L'âme Hada, c'est lui qui est venu à l'association pour prendre. Oui, Dania Douara. C'est malheureux, c'est malheureux, oui, effectivement. Oui, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont l'habitude d'être des donateurs, qui sont maintenant dans le besoin et qui font appel à nous, que ça soit pour des couffins ou bien pour les cartables ou bien carrément pour des couches parce qu'ils ont un malade dans la famille et que ce n'est pas évident de subvenir aux simples besoins, par exemple, de couches pour adultes, etc. C'est budgétivore. Exactement. Ne parlons pas des analyses, des frais du médecin, les visites, le transport, tout ça vraiment c'est difficile. Et aussi il y a plein de donateurs qui étaient vraiment très généreux, qui ont malheureusement quitté le pays. Il ne faut pas. Le Covid a été compliqué un peu. Le Covid a été compliqué pour tout le monde. Alors on va essayer de détailler tes différentes activités. Allez, on commence par l'aspect écologique. Tiens. Alors, pour l'aspect écologique, l'action dans laquelle on a été connu, c'est le recyclage des bouchons pour les enfants de la Lune, donc la collecte des bouchons pour aider ces malades qui sont malheureusement très marginalisés en Algérie. Dieu merci, depuis la création de l'action en 2019, nous avons dépassé les 120 tonnes collectées bénévolement. On l'a même fait ici même à la chaîne 3. Vous le faites toujours. Je tiens d'ailleurs à remercier les différentes personnes de la radio qui nous appellent pour collecter les différents quotas. Donc ça, c'est une action qui a pris de l'ampleur, qui a
aussi Alors, il faut d'abord expliquer à nos auditeurs ce qu'est un enfant de la Lune. On va commencer par être didactique, pédagogue et commencer par le commencement. Alors, un enfant de la Lune, c'est un enfant qui est atteint de la maladie xéroderma pigmentosum, qui est une sensibilité aux rayons ultraviolets du soleil. Ça veut dire que nous, quand nous allons bronzer ou quand nous allons avoir le soleil en pleine face comme ça et tout ça, notre corps peut réagir, notre peau peut réagir et se protéger. Malheureusement, les enfants de la Lune, ce n'est pas le cas. Donc, au lieu de passer par un processus normal comme nous, changer de couleur et redevenir à la couleur de peau initiale, eux, ils vont passer par différents stades de brûlure au point d'arriver à un cancer de la peau qui, malheureusement, va se focaliser sur un endroit bien spécifique au visage, peu importe. Et malheureusement, c'est des cancers d'adultes à l'âge enfant, ce qui est très très compliqué à soigner, à gérer, et c'est surtout une maladie incurable, non prise en charge par la CNAS et qui n'a pas de remède. Donc on peut pas, c'est très compliqué de toucher à l'ADN, c'est très compliqué de trouver un remède à ça. Donc, comme toutes les maladies, j'allais dire presque orphelines. Hein, exactement. Tant que ça touche pas le grand public, les chercheurs ne s'engagent pas dans cette voie parce que ce n'est tout simplement pas rentable. C'est cynique à dire, mais c'est aussi ça la réalité de notre monde. Voilà. Malheureusement. Et donc le seul moyen quand c'est malade de se protéger sont les fameuses crèmes solaires. Très très dur à trouver. Exactement. Et hyper cher. Oh mon Dieu, le prix a triplé. Ah. Le prix a triplé, c'est incroyable. Et maintenant, avec l'arrêt de l'importation, et c'est carrément devenu... c'est inclus dans les produits arrêtés à l'importation? Oui, c'est dans les cosmétiques. Il y a vraiment un problème en fait, nos fournisseurs... De nomenclature. Exactement. Nos fournisseurs n'arrivent pas à trouver ces crèmes-là, même pas en petite quantité, pour qu'on puisse au moins distribuer par petits groupes. Et c'est une catastrophe. Si le ministre de l'Industrie pharmaceutique est à l'écoute, ou si un cadre du ministère est à l'écoute, il serait bien de faire quelque chose parce que ce n'est pas. Est-ce qu'on peut citer le nom de la pommade en question, de la crème? En fait, il y en a. En fait, c'est selon les sensibilités des enfants de la Lune. C'est le dermatologue qui prescrit. Qui est apte à prescrire. Mais il y en a 4. Il y en a, si je peux les citer, les 4. Il y a Actinica, qui est très très prisé et qui est très bien pour les enfants de la Lune. Il y a Dailang, il y a Uriage et il y a Venus. Très bien, ça c'est les Donc nous faisons appel même aux laboratoires qui peuvent, pourquoi pas, nous faire don de quelques crèmes pour aider ces enfants de la Lune. Et justement, je tenais... Parce qu'en fait, ce n'est pas cosmétique, il y va de la survie de l'enfant. Exactement, pour ce qui est de nos enfants, c'est de la survie, ce n'est pas du tout du cosmétique. Et je tiens à rappeler que le président de la République avait donné instruction pour la prise en charge des maladies rares. Et nous sommes absolument à disposition de différents ministères qui peuvent aider à leur donner la liste que nous avons nous-mêmes établie et qui comprend 189 enfants au niveau national. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas ruineux pour... Exactement. Il suffit que d'une petite volonté pour que ces 189 enfants soient pris en charge correctement, qu'ils puissent aller à l'école sans avoir peur d'être malades, d'avoir un cancer pour les plus jeunes et pour ceux qui sont déjà malades, d'aggraver leur cas. En fait, tout est un problématique pour le transport interwilaya, par exemple, pour venir. Il y a des espèces de tenues aussi spéciales qu'ils doivent porter. Exactement. Ces tenues, malheureusement, ne se vendent qu'à l'étranger. Elles sont excessivement chères et elles sont vraiment très protectrices. D'ailleurs, il suffit de regarder, par exemple, sur YouTube, les enfants de la Lune adultes en Europe et de voir ceux que nous avons ici qui atteignent difficilement l'âge adulte. On peut vivre avec la tenue, donc ça serait magnifique de pouvoir protéger ces enfants-là, qu'ils puissent avoir une vie normale, déjà qu'on ne peut pas sortir jouer dehors, et même la méchanceté malheureusement des enfants parce qu'il n'y a pas de la sensibilisation par rapport à cette maladie. Tu m'avais raconté quelques anecdotes, et effectivement c'est terrifiant, hein, Évidemment, les enfants, dès qu'il y a une différence, il suffit d'être un peu, d'être en embonpoint ou en surpoids pour voir les moqueries, les railleries, etc. Là, pour le coup, c'est parfois terrifiant. Oui. Et certains enseignants aussi ne sont pas formés
pour faire face justement à ces cas de figure? Malheureusement, des fois, le problème vient de l'enseignant. C'est lui carrément qui refuse de prendre en charge, d'accueillir, dans sa classe un enfant de l'une, pensant que c'est un épileptique, qu'il va avoir une crise, qu'il a un problème de santé très radical, qu'il ne saura pas faire face à n'importe quel incident, etc. Donc c'est malheureux, mais Dieu merci, nous commençons à faire quelques sessions de pédagogie à l'intérieur des écoles, des universités, des lycées, etc. Donc voilà, ils sont 200 au grand maximum au niveau national, ceux qui sont répertoriés. Oui. Si une âme charitable nous écoute, tu as besoin de tenues spéciales, tu as besoin des 4 types de pommades que tu viens de citer. Et évidemment, tu as besoin du changement de regard au sein de la société, c'est-à-dire que ce sont des enfants comme les autres, qui ont eu tout simplement la malchance d'avoir une maladie et qui méritent aussi de vivre de la manière la plus normale possible, au même titre que, j'allais dire, les enfants entre guillemets valides. Exactement, et c'est très difficile quand tu as un enfant de 5-6 ans en face de toi qui te dit mais pourquoi moi je suis malade? C'est terrible. Pourquoi moi? Comment voulez-vous répondre à un enfant? En fait, on se trouve des fois vraiment dans l'incapacité même pas de remonter le moral, mais de donner une lueur d'espoir, car nous-mêmes, nous ne la voyons pas. Parce que les bouchons, c'est vrai que l'action a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup d'autres associations ou de collectifs qui ont fait la même chose, et Dieu merci. Mais ça ne sera jamais assez. Tout à fait. Ça ne sera jamais assez, ça ne sera pas suffisant. En tout cas, j'étais venu te voir il y a quelques années pour faire un reportage, si tu te souviens. Oui, c'était Bouzouria. Enfin voilà. Exactement. Et je voyais le regard, le regard des enfants qui étaient hyper heureux de recevoir de simples cadeaux, 2-3 jouets. Pour nous, c'est rien, hein. C'est 2000 dinars, 3000 dinars au grand maximum. Mais pour l'enfant en question, ça a été pratiquement l'un des meilleurs moments de sa vie. Hein. Moi, je voyais des gamins heureux, ils jouaient ensemble, ils avaient plaisir à discuter avec toi, avec les autres militantes. Donc, rien que ça, je pense que ça justifie tous les efforts que tu mets en branle pour justement faire avancer cette cause. Absolument, absolument. Tu sais, le bonheur, voir le bonheur d'un enfant, vaut tout l'or du monde. Les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais je le dis vraiment de bon cœur, parce que quand un enfant de la Lune qui est, pour ceux qui sont scolarisés, on va dire à certaines périodes de l'année, à partir de maintenant, ils vont pas au 3e trimestre parce que voilà, le soleil va commencer à taper, etc. Oui, effectivement. Pour ceux qui ne sont pas scolarisés, ils sont cloîtrés à la maison, toujours avec les mêmes jeux, les mêmes personnes, avec toute la déprime qui vient. Quand vous organisez un événement pareil où ils vont casser la routine, où il y aura un bon repas chaud avec tous leurs copains enfants lune qui connaissent déjà d'autres wilayas, et que voilà, ils reçoivent des cadeaux, ils reçoivent un traitement pour 6 mois, comme l'événement où tu avais assisté, on avait pu donner un traitement de 6 mois pour voir la différence des prix de avant et de maintenant. Là, dimanche passé, on a eu un événement en collaboration avec l'ESA, et je vous assure que les enfants étaient super contents de venir. Enfin, quelque chose pour casser la routine. Enfin, il y a eu un événement pour les enfants de la Lune. Ils se sont amusés, ils ont rigolé, ils ont bien mangé, ils ont passé une soirée musicale magnifique. En fait, le fait de leur organiser quelque chose pour eux, ils se disent, oui, il y a quelqu'un qui pense à nous et on existe. Très bien. On récapitule, si quelqu'un nous écoute et qui a les moyens, il y a 200 tenues à acheter, c'est un investissement, mais les enfants en ont vraiment, vraiment besoin, c'est une affaire de survie. Et bien évidemment, les 4 pommades, les 4 crèmes que tu viens de citer, si vous en avez en stock, s'il y a moyen de toucher les personnes concernées qui peuvent faire quelque chose, n'hésitez absolument pas. Ça, c'est les enfants de la Lune. Oui. Qu'est-ce que tu abordes aussi d'autre dans ta fondation Dynamics Green? Dynamics Green, alors nous avons plusieurs projets sur lesquels malheureusement je ne peux pas parler. David Nassel, tu me connais très bien. À fort et à mesure d'être la pipelette, je me fais piquer les projets, comme mes slams que je publie une fois sur Facebook, je les trouve plagiés tu as été ailleurs. Plagié. On va en parler en deuxième partie d'émission. En tout cas, côté artistique. Voilà. Donc Non, je veux dire, quels sont les thèmes que tu abordes? Les thèmes que nous allons aborder, ce seront la pollution, l'entrepreneuriat, spécialement entrepreneuriat féminin. Très bien. Parce que nous voulons arrêter le système d'assistanat. C'est vrai, c'est bien beau d'aider, de donner, de fournir les besoins de certains malades ou de certaines familles dont le besoin, etc. Mais il est aussi nécessaire
de construire la personne et qu'elle soit, on va dire, autonome. Très bien, c'est-à-dire que tu veux plus donner de poisson, tu vas apprendre à pêcher. Exactement, c'est le but de notre futur projet, Inch'Allah. Secret. Tout à fait secret que je ne dirai pas. Tu n'auras pas les verres du nez. Tu me tireras pas les verres du nez. Ah, si c'est un challenge. il nous reste 30 minutes d'émission, je suis capable. Ce n'est pas un challenge, je sais que tu es très capable. Mais en fait, كما يقول لك دير حاجتك في الستر et Inch'Allah تنجح لك. Parce que pour le moment, c'est vrai que nous avançons doucement, mais sûrement. Tu me connais très bien, je ne lâche jamais un projet et je termine toujours par concrétiser les objectifs et ça le sera et je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir. En parler. Non, mais c'est intéressant que tu dis ça par rapport au parce que effectivement la crise en question fait que les personnes hésitent un peu à être généreuses, mais il y a aussi, et on va mettre les pieds dans le plat, le souci de crédibilité de certaines associations qui au final ont gaspillé des dons, qui au final il y a eu quelques soucis de gestion, etc. Oui. Et tu connais le sujet bien mieux que moi. On a abordé ça avec Kader la semaine dernière. Et c'est cette espèce de prudence, cette espèce d'absence de confiance qui fait que les gens préfèrent parfois donner directement, donner à la mosquée, donner à quelqu'un qu'ils connaissent, voilà, dans l'entourage, plutôt que de faire appel à une association. Alors c'est dommage parce que certaines associations, évidemment, c'est leur job, c'est leur métier, ils ont les process, ils savent quoi faire, comment faire, ils ont la logistique. Exact. Et 2-3 agissements d'associations rogues, hein, comme on dit, ben voilà, ça rejaillit sur toutes les autres. Qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, c'est exactement pour ça que nous avons créé notre propre fondation. En fait, quand nous n'avons pas la transparence, quand nous n'avons pas la visibilité, quand nous n'avons pas droit à la parole... transparence est nécessaire. Exactement. Alors que c'est les bénévoles qui reçoivent les appels ou bien passent les appels pour aller récupérer des dents, des bouchons ou peu importe ce que c'est. En fait, c'est notre visage, c'est notre intégrité, c'est notre identité qui est face aux donateurs. Ensuite, que derrière, nous ne savons pas ce qui suit. C'est un peu problématique. Alors justement, c'est la question que j'avais posée à Fels. Et alors lui, il publie systématiquement tous les chiffres de la sauce. Oui. Et prend en photo tous les dons. La transparence est absolue. C'est-à-dire tout est sur Facebook. Exact. Tout est contrôlable. Si tu donnes 2000 dinars, tu vas voir à quoi ont servi tes 2000 dinars par la suite. Exactement. Ça, c'est une méthode aussi de communication directe avec les donateurs. Absolument. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais à travers mon compte Facebook avant de créer la fondation. Au point où même j'ai été critiquée sur le fait de poster. On me dit, tu veux montrer que tu es quelqu'un de bien. Ça m'a fait rire parce que je leur ai dit, je n'ai rien à prouver à personne. Bien au contraire, je montre que... En fait, je leur explique que c'est absolument nécessaire de montrer que le don est bien arrivé, que nous l'avons réceptionné et qu'il a été donné. Parce que je trouve qu'il est absolument déjà nécessaire d'encourager les gens à faire ça, à donner, à aider, mais aussi en toute transparence. Pourquoi je ne montrerai pas les choses? Je pense que la critique des gens, celle-ci est un peu compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me gêne parfois personnellement, c'est les selfies avec les enfants malades. Oui. C'est le fait de se filmer avec ses dons, dans une espèce d'attitude un peu messianique comme ça. Là, effectivement, ça me gêne. Moi, en tant que citoyen, c'est pas le journaliste qui parle. Hein. Donc, je peux comprendre que. Alors, sur ce point, je te rejoins tout à fait parce que il est nécessaire de prendre en photo le don, de le poster, mais pas de montrer à qui nous l'avons donné. Il y a une certaine confidentialité. Même les personnes dont le besoin, ils ont une humilité, ils ont nous devons du respect à ces personnes-là. D'ailleurs, c'est comme par exemple quand nous faisons des appels à des dons de vêtements, les gens nécessités ne sont pas des poubelles. Vous n'allez pas nous donner ce que vous ne voulez pas porter. Ça, c'est bien de le dire. Ce qui est déchiré ou ce qui est sale, parce que déjà, quand je vais réceptionner, faire le tri, vérifier, la première chose que je fais, ben oui, je vous assure que nous avons eu des vêtements que je ne donnerai pas à un chien pour C'est-à-dire que, les gens se débarrassent plus que certains. Exactement. Mais Dieu merci. Le but, il n'est pas là.
Exactement. Et Dieu merci, il y a des jeunes, il y a des personnes, il y a des familles, il y a des femmes qui donnent des belles choses, des trucs avec étiquette ou de marque, de vêtements de marque, et ça fait plaisir parce que même les personnes, simplement des vêtements qu'on porte plus parce les qu'on personnes a dont le pris besoin de l'âge aussi ou que la mode a changé. Voilà, et que les personnes aussi dans le besoin ont droit à du neuf, Tout ont à droit à du beau, et c'est très bien quand c'est aussi parfumé. Très bien. Allez, on fait une petite pause, Kahina, et on revient juste après pour nous intéresser cette fois-ci à l'artiste que tu es. Musiciens, écrivains, poètes, sportifs, entrepreneurs, tout ce beau monde se donne rendez-vous juste après le Ftour dans votre émission, dans votre espace After Ftour. After Ftour est une émission présentée par Reda Menassel et réalisée par Hassiba Jebloun. After Ftour, c'est du dimanche au mercredi de 21h à 22h sur Alger Chaîne 3. Toujours à l'écoute des programmes de Radio Aïechen 3, Reda Menassel pour vous servir derrière son micro, assisté de Hassiba Jebloun et de Inès derrière la vitre. On continue de discuter avec notre amie Kahina Hadjara, militante associative, qui est là pour nous parler, entre autres choses, de sa fondation Dynamique Green. Alors on me dit dans l'oreillette que tu serais SDF actuellement. Absolument, je suis sans domicile fixe. Alors pas elle à titre personnel, à blague à part. Non, alhamdoulilah. Et que éventuellement tu serais en recherche de local pour entreposer tous tes dons. Absolument. Nous souhaitons trouver un généreux donateur parce que nous avions un généreux donateur qui nous avait laissé un hangar de 800 mètres carrés. Très bien. Donc, nous sommes à la recherche d'un local pour pouvoir continuer nos actions stockées. Parce que, à part les bouchons aussi, nous faisons de l'aide aux mariés dans le besoin. Nous recevons de beaux cafetons, de belles tenues. De belles tenues traditionnelles pour aider nos mariés. Donc, en fait, comme nous touchons un peu à tout, nous avons vraiment besoin d'un espace qui puisse nous servir exactement, et aussi pour faire les différentes formations qui sont au programme pour nos bénévoles, pour nos associations, mais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat dont je te parlais exactement tout à l'heure, pour les personnes qu'on voudrait qu'elles s'autonomisent. Très bien. On s'intéresse maintenant à la Kahina artiste. Un petit peu, si tu veux. Allez, la toute première fois que je t'ai reçu dans une de mes émissions ou que je t'ai interviewé, c'était il y a 10-12 ans. Et Mon Dieu, c'était en 2014. Ouais. on était jeunes. Il me semble que ça remontait avant. Tu avais remporté un prix de slam. En fait, c'était en 2015 pour le pour le concours. Oui, effectivement. Donc, en fait, pour le slam, c'est venu tout seul suite au décès de ma grand-mère paternelle, qui, contrairement, je n'étais pas très proche d'elle. C'était ma grand-mère maternelle, mais en fait, sa mort m'avait inspiré un texte que j'avais écrit. C'est comme ça que je m'étais intéressée à tout ce qui est poésie et slam. Et ça t'est venu naturellement? Naturellement. Ou tu écoutais déjà des slams ou de la poésie ou comment ça sortait en fait? Alors, en fait, comme avant, j'étais connue sur Facebook par Amoureuse Littérature. C'était le fameux compte Facebook Amoureuse Littérature. Je suis très... C'est toujours ton pseudo sur mon téléphone. D'accord. En fait, je suis tellement une amoureuse de la littérature française, pour être bien précise, Victor Hugo, en français, etc. Plutôt, ouais. Voilà. Et à fur et à mesure de lire et de m'intéresser à tout ça, j'ai trouvé que, en fait, j'avais une capacité à faire des poèmes, à écrire, à m'exprimer, etc. Que tu n'étais pas que consommatrice, tu pouvais être productrice aussi. Exactement. Et grâce à une session de slam qui avait été organisée à l'époque... nous avons, exactement, en Algérie, nous avons développé nos capacités, et voilà, c'est comme ça que Kahina, la slameuse, était née, hein. Est-ce que Kahina, la slameuse, qui parle d'elle-même à la troisième personne, comme sa modestie l'exige, peut nous faire une petite démonstration? Qu'est-ce que tu vas nous déclamer là tout de suite? En fait, je ne vais rien te déclamer parce que, en fait, je suis du genre qui n'apprend pas ses textes. Je déteste apprendre par cœur. Comment tu fais? En fait, j'ai toujours une feuille à la main et ça me dérange pas. Et ça dérange pas non plus l'audience, mon public, en fait. Et en fait, je voudrais juste parler de mon parcours.
cours de slam parce que je n'ai pas ramené de texte avec moi. Et c'était par rapport, surtout au niveau international. On avait fait un festival international au Mali, ça s'appelle le Fiche Mali. Je m'en souviens, oui. Et j'avais représenté l'Algérie pendant 2 ans. C'était vraiment un honneur et un plaisir. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait ouvert aussi les portes vers le festival Racontard de Monsieur Hassan Metref et de Denis Martinez pour être membre du journal de Racontard dans lequel nous écrivons des articles journaliers pendant toute la semaine. Et aussi, ça m'a ouvert une petite porte pour commencer à écrire des nouvelles, à essayer de voir si j'ai une petite âme d'écrivaine. Personne ne croit à ta modestie. Non, mais je t'assure. Les auditeurs qui nous écoutent actuellement, bon. Non, mais je t'assure que c'est voilà, je suis toute petite et j'apprends toujours et j'écris petit à petit au fil du temps. Et pour ceux qui voudraient écouter mes slams, ils n'ont qu'à taper mon nom sur YouTube. Tu peux pas nous laisser comme ça sur notre fin. Si, je peux. Tu viens dans l'Afterfto, c'est une émission qui est très écoutée. Là, tu as donné envie aux auditeurs. On veut une petite démonstration, tu te débrouilles. Alors, un petit texte, vraiment un tout petit, parce qu'il est très grand, en hommage aux femmes. Très bien. Elles donnent naissance à des hommes qui les battent, reproduisant le schéma de leur père tel que les automates. Elles sont persécutées dans leur propre intimité, elles qui ne cherchent qu'à revendiquer leur identité, rehaussant leur honneur et leur dignité. Être nées femmes subissant l'autorité. Très bien. Alors, c'est une perche toute trouvée pour parler d'un des autres aspects de ta fondation qui est l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que l'autonomie financière est la pierre angulaire de plus de droits, plus d'émancipation et plus de réappropriation et de son corps et de son statut social et de sa place dans la société? Que veux-tu que je te dise? Évidemment que oui. Il est nécessaire de respecter la femme, de la voir comme équivalent de l'homme dans le sens où nous avons un cerveau, nous avons un cœur, nous sommes capables de créer de belles choses. On vient de l'entendre à l'instant. Je sais pas si c'est des belles choses parce que je dénonce, mais bon. Oui, il est nécessaire de faire confiance à la femme, de laisser la femme s'exprimer, créer ses propres projets, lui faire confiance et l'aider et la soutenir dans tous les projets. Tu constates un changement dans la bonne ou la mauvaise direction depuis le temps que tu t'intéresses à ça? En fait, oui. Il y a un bon en avant. Nous avons constaté que maintenant, la femme a plus, on va dire, le droit à la parole, le droit à des études supérieures. On voit même qu'elle peut aller étudier à l'étranger sans aucun problème. Pour les études supérieures, le nombre de diplômés femmes en Algérie est supérieur à leurs homologues masculins. Exactement. Maintenant, il y a évidemment un plafond de verre par la suite au niveau du monde professionnel, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra refaire une autre fois sans aucun souci. Oui, mais comparé... par exemple, l'ancienne génération, par exemple celle de mon père, où quand une jeune fille a le bac, n'a pas le droit d'aller dans une autre université d'une autre wilaya de juste à côté de chez elle. Maintenant, Dieu merci, nous traversons les frontières pour aller étudier ailleurs. Et il y a un changement de mentalité. C'est exactement. lent, mais ça se fait. C'est lent, mais ça se fait. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire parce que peut-être que nous sommes un peu avec des aiguillères, nous regardons que sur Alger, Oran, Constantine, les grandes villes. Les grandes villes ne sont pas représentatives. Exactement. Des plus de 2 millions de kilomètres. Exactement. Il y a plusieurs wilayas dans lesquels même arrivée à la puberté, elle est interdite d'aller au lycée. Donc ça dépend de quel angle nous regardons la situation et de quel wilaya nous venons. Donc voilà, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce que ces apprenantes apprennent justement au sein des formations totalement gratuites que tu dispenses au sein de ton association? En fait, nous avons constaté que justement la femme a beaucoup de choses à offrir et elles sont artisanales. Création de bijoux, les créations de confitures modernes, les pâtisseries, etc. Donc nous donnons une opportunité à ces femmes-là de choisir de faire ce qu'elles veulent et de leur donner les moyens qu'il faut et les formations qu'il faut pour pouvoir gérer leur propre business.
Très bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément fait on n'est pas obligé de faire de grandes études pour faire de l'entrepreneuriat. Exactement. Le Kessara à domicile, le Mhajb, etc. À partir du moment où c'est mieux organisé, que c'est une PMI en fait. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc nous encourageons ces femmes-là à partir dans leur voie, parce que chaque femme et chaque être humain tout simplement a sa voie de prédilection et de choisir ce qu'il veut faire et de l'encourager, de le renforcer dans les capacités qu'il a à faire justement ce qu'il a à faire. J'avais fait un reportage il y a quelques années à Tébessa sur une dame qui avait organisé justement toutes ces artisanes en une espèce de coopérative. Magnifique. Et ça fonctionnait, je pense que ça fonctionne toujours excellemment bien et que chacune maintenant a son salaire, chacune est déclarée, exactement. etc. En plus, il y a le nouveau statut de l'auto-entrepreneur qui est dans les textes existent. On attend les textes d'application pour que ce soit effectif sur le terrain, qui serait aussi un début de solution pour cet artisanat à domicile. Exactement. Et surtout, la société n'a pas besoin que de médecins, que d'ingénieurs, que d'architectes. Ça, c'est une jolie phrase. Nous avons besoin de tout le monde. Par exemple, que de photographes. Nous avons besoin de tout le monde et c'est justement cette richesse, cette diversité qui fera de nous une société équilibrée et qui sera autonome dans tous les domaines et qui sera absolument à l'avancée de l'Afrique, pour ne pas dire, pourquoi pas... du monde, de l'univers, de l'univers, de la galaxie.